exactement. Alors, en général, le médecin est une infirmière anesthésiste. Ouais. C'est une infirmière qui a passé des examens supplémentaires et qui a fait des études supplémentaires après avoir eu son diplôme d'infirmière pour avoir la spécialité infirmier ou infirmière anesthésiste. Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais, tu vois, sur la différence entre le médecin et l'infirmière sur la réanimation, tu vois. Ok. Les infirmiers de réanimation n'ont pas forcément de diplôme supplémentaire. Ok. Mais l'infirmier anesthésiste, il a un rôle bien spécifique puisque il doit connaître le matériel d'anesthésie. Il peut mener, il a un certain degré d'autonomie au cours d'une anesthésie, même si le référent pour l'intervention, enfin la personne responsable, c'est toujours le médecin. Ouais. Ok. L'infirmier anesthésiste, en général, il reste au bloc opératoire. Ok, non, mais c'est hyper intéressant. En fait, tu endors les gens et tu vérifies que pendant toute l'opération, s'il y a besoin, tu continues à réendormir des choses. Ça doit être impressionnant. Je trouve que c'est hyper impressionnant comme métier de manière générale. Mais bon, c'est voilà. T'as d'autres spécialités, parce que c'est quand même que t'as vachement de facettes, je trouve, qui sont... alors maintenant, je vais dire complémentaires, parce que maintenant, je connais le mot. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, c'est vrai que quand tu m'as dit, donc je le dis, hein, voilà, je le dis directement, que tu faisais donc de l'hypnose et de l'acupuncture, pour moi, tu vois, c'est toujours été des choses que je voyais un peu plus en médecine parallèle. Et tu m'as fait la remarque que c'était complémentaire. Après, je me suis dit, bah oui, je suis bête, tu vois, en gros, j'ai pas réfléchi plus loin, tu vois, que les préjugés, on va dire, de manière générale. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire. Et c'est des choses que tu pratiques lors des opérations. Je me suis vraiment posé la question, tu vois, est-ce que tu peux nous présenter en fait ces facettes qui te correspondent, et depuis quand, et comment un peu ça t'est venu d'avoir envie, tu vois, de faire des choses un peu plus. Alors, au bout d'un certain nombre d'années où j'ai travaillé en anesthésie-réanimation, j'ai eu envie d'apporter quelque chose aux patients et aux gens malades qui ne soient pas que des médicaments. Mmh. C'est là où j'ai eu envie de faire le diplôme d'acupuncture. C'est une façon de soigner les gens qui vient de Chine, qui utilise sur la peau ce qu'on appelle des points d'acupuncture. Et on soigne certaines choses en stimulant des points d'acupuncture. Ça peut être avec des aiguilles qui sont en général en tout cas, nous, en Occident, en France, on utilise vraiment des aiguilles très petites qu'on met à des endroits particuliers en fonction de ce que ressent la personne. On peut aussi, pour stimuler ces points d'acupuncture, utiliser ce qu'on appelle un moxa. C'est un bâton qui est fait à partir de l'armoise. C'est une plante, une sorte de feuille. Et là, on ne touche pas les points d'acupuncture, mais on met une chaleur à proximité, ce qui permet de les stimuler d'une autre manière. Et il y a aussi des gens qui pratiquent l'acupression, qui est la stimulation des points d'acupuncture avec une sorte de massage. Ok, ah ouais, c'est impressionnant. Je pensais, tu vois, moi, tu m'as dit, pour moi, voilà, on va dire la moldue que je suis dans le milieu. Pour moi, l'acupuncture, c'est vraiment toujours avec les petits pics, tu sais, vraiment les toutes petites aiguilles dont tu parlais au début. Et je pensais pas qu'on pouvait en fait faire autrement. Que je pensais que ça portait d'autres noms, tu vois, quand c'était avec d'autres éléments. D'accord. Et ça, tu le fais en bloc opératoire ? Je l'utilise très peu au bloc opératoire parce que il n'y a pas vraiment la place pour ça. Je l'ai utilisé un petit peu pendant une période en salle de réveil pour soigner les nausées ou les vomissements qui apparaissaient quand les patients se réveillent d'une anesthésie. D'accord. Et maintenant qu'on a des médicaments très efficaces pour ça, les gens ont très peu de nausées et de vomissements. Donc, en pratique, non, je l'utilise peu au bloc opératoire.
D'accord, ok. Ce que j'utilise un peu plus au bloc opératoire, c'est ce que j'ai appris en hypnose, de manière à partir du moment où les gens arrivent au bloc opératoire, souvent ils ont un peu peur, ou alors ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, qui peut faire peur. Ouais, le Parce stress, qu'on va c'est être ça? repéré. On voit voilà, ils ont du stress, ils voient des locaux qu'ils ne connaissent pas, ils voient des gens qui sont plus ou moins tous habillés pareil, puisqu'on a tous des pyjamas de bloc avec un masque, avec une charlotte en papier sur la tête. Ouais, bah ouais. C'est difficile de reconnaître les gens. Et là, j'utilise des petites choses que j'ai appris en hypnose pour que les gens soient plus détendus, c'est ça, moins détendus, voilà, pour communiquer mieux avec eux, pour qu'ils se sentent mieux, qu'ils soient plus zen, plus confiants. Et en général, ça améliore leur confort. Il y a même des fois où on rigole avec les patients, avant ou après l'anesthésie. Il y a de plus en plus de gens qui ont fait des formations d'hypnose. D'accord. Tu veux avec les gens avec qui tu travailles? Les gens avec qui tu travailles, tu veux dire? Ah, ok. Oui. Alors, en anesthésie, il y en a beaucoup. D'accord. C'est de plus en plus répandu. Et là où je travaille, oui, on a plusieurs à avoir fait cette formation. Et ce qui est intéressant, c'est ça nous apprend à parler aux gens un petit peu différemment. Ouais. On est plus à l'écoute de leur comportement, de leur ressenti. On répond à leurs questions. On fait en sorte que quand ils arrivent, ils soient bien physiquement, qu'ils n'aient pas froid, etc. Et la façon de parler aussi, ça aide à ce que les gens se sentent bien. C'est important pour nous parce que quand il y a un meilleur confort au bloc opératoire, les suites opératoires souvent sont plus agréables. Par exemple, quand on arrive au bloc opératoire en urgence pour une fracture du poignet parce qu'on est tombé, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, on est très stressé, on a peur, on a mal. Et tout ce qu'on met en place qui peut augmenter le confort du patient permet aussi que les douleurs, par exemple, après l'intervention, elles soient moins intenses et qu'elles durent moins longtemps. C'est génial. C'est génial, je trouve. En plus, que c'est sans médicaments. Ouais. Non, c'est aussi très agréable à faire, l'hypnose, parce que ça fait du bien à tout le monde, en fait. Ça fait du bien aux patients, ça cool. Fait du bien aux soignants qui le font, ça fait du bien à l'équipe, parce que les gens font attention à ce qu'on dit, on parle moins fort, etc. Et en fait, ça rend les choses plus fluides. Ouais, mais c'est pareil comme on voit dans les hypnoses de rue ou les spectacles où on met les gens dans des états inconscients ou des choses comme ça, en fait. C'est plus une relaxation, en fait. C'est ça, hein. Alors, là, de la manière... ce dont je viens de parler, c'est ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. D'accord. C'est-à-dire, on ne va pas jusqu'à l'inconscient, c'est ça, ouais. Jusqu'à la transe complète, mais c'est comme une communication thérapeutique, en fait. D'accord. Donc, on fait plus de l'hypnose conversationnelle, mais effectivement, ça n'a rien à voir avec les spectacles où on fait faire à des gens des choses qui peuvent les mettre mal à l'aise. Ouais. Nous, on aide, comment je pourrais dire ça, on utilise des mots pour aider la personne à utiliser ses propres ressources, en fait. Ouais, que ça vienne d'elle. On fait comme un accompagnement, plutôt. D'accord, non, c'est impressionnant, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Hein. Moi, je sais que quand on a parlé la première fois à la fac, tu vois, mais c'est des choses que j'avais jamais entendues, que ça se faisait, tu vois, de l'hypnose pour ça, tu vois. Je trouve que c'est cool. Ça permet de... Il y a des gens qui sont très très doués en hypnose et qui pratiquent certaines opérations uniquement sous hypnose. Bah, ça peut être très puissant.
Bah, en fait, tu vois, moi, je savais parce que j'avais un ami à moi qui fait de l'hypnose et je sais que maintenant, lui, il travaille que en tant en tant qu'hypnothérapeute en hôpital par rapport aux accouchements, tu vois, pour éviter les péridurales, par exemple. Je sais qu'il y a eu des choses comme ça qu'il a faites. Mais lui, il a été embauché par l'hôpital que en tant qu'hypnotiseur. Il n'a pas, tu vois, une double casquette de médecin ou d'infirmier. Donc, je savais, tu vois, pour certains trucs. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit au bloc opératoire l'utilité que ça pouvait avoir, tu vois, j'ai pas poussé la réflexion. Maintenant, tu vois, c'est en fait voilà d'avoir la chance de pouvoir voir des gens, de fréquenter des gens qu'on fréquenterait pas habituellement. L'intérêt de la fac, je trouve, c'est de un peu réfléchir à des choses auxquelles on pense pas. Et je sais que ça en fait partie. Donc voilà. C'est une parenthèse. Moi, il y a un truc qui m'avait hyper intéressé quand tu l'avais expliqué. Tu avais dit que tu travaillais dans un centre antidouleur. C'est ça? Oui, tout à fait. Ouais, et je me suis demandé, tu vois, dans un centre antidouleur, bah déjà, qu'est-ce que c'est qu'un centre antidouleur? Parce que sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est des gens qui ont des maladies incurables? Est-ce que c'est des gens qui sont en mode... bah, tu sais, je me suis demandé quelle était la différence entre un centre antidouleur, un centre palliatif. En gros, où était, tu vois, on va dire un peu la jauge, tu vois, de la différence. Tu peux Ouais. m'expliquer un peu plus parce que je pense qu'il n'y a pas que moi qui ne sais pas. Voilà. Donc voilà. Ouais. Alors, ce sont deux choses tout à fait différentes puisque le centre d'évaluation et de traitement de la douleur, c'est un service où il n'y a pas d'hospitalisation. C'est un service qui fonctionne essentiellement avec des consultations et où on prend en charge, alors pas tous les gens qui ont des douleurs, mais ceux qui ont des douleurs chroniques. On appelle douleur chronique une douleur qui dure depuis plus de 3 mois, alors que beaucoup de... Comment dire et qu'il n'y a pas d'opération urgente à faire, par exemple. On ne va pas aller dans un centre antidouleur quand on a une appendicite aiguë. Mais je vais donner des exemples plus concrets. Par exemple, quand on a eu un accident et qu'on a été opéré du dos, ça peut laisser des douleurs qui durent longtemps, qui sont gênantes parce que ça gêne pour remarcher, ça gêne pour aller faire ses courses, ça gêne pour refaire du sport, ça peut gêner pour retravailler. Et quand ces douleurs-là, elles s'installent et qu'elles durent longtemps, c'est le rôle du centre antidouleur d'intervenir. On a aussi, alors par exemple, les gens qui ont des rhumatismes articulaires qui durent longtemps, souvent ça c'est des maladies qu'on a quand même pour la vie. D'accord. Donc, la prise en charge de la douleur se fait en centre antidouleur. Ça peut être certaines maladies comme l'endométriose, D'accord. qui sont des douleurs importantes au niveau du ventre et qui sont très gênants pour des femmes qui sont jeunes, qui travaillent, qui ont des enfants. Là, ça peut être le rôle aussi du centre traitement de la douleur. Il y a certaines douleurs qui sont liées à des traitements. Ça peut être après des chimiothérapies. Ce sont des traitements qu'on donne pour soigner certains cancers. Eh bien, il y a certains médicaments qui peuvent guérir la maladie, mais aussi entraîner des douleurs. Ok, donc ouais. Moi, la question que je me suis posée, c'est les centres antidouleurs. En fait, je vois pas comment, en fait, en gros, ils vont donner des médicaments différents de ce que le médecin avait dit après un accident, ou c'est aussi une prise en charge plus globale, en fait. Prise en charge globale. Ouais. Oui, pardon. Non, vas-y, c'est moi. Non, c'est une prise en charge plus globale, en fait. C'est pas juste des médicaments qu'on va pas donner de la morphine, tu vois ça que je veux dire. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sortes de douleurs et il y a beaucoup de soins qu'on peut donner pour soigner. Globalement, dans les douleurs chroniques, il y a 30% que l'on peut soigner avec des médicaments et le reste, les 70%, c'est avec d'autres techniques qu'on les soigne. On peut associer plusieurs techniques comme la relaxation, l'hypnose, la médecine chinoise, donc l'acupuncture dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Ça peut être certains traitements
qu'on appelle TENS, par exemple. C'est un appareil qui fait avec des patchs qu'on colle sur la peau, à un endroit douloureux, que l'on relaie à une petite machine avec des câbles. Ça donne un petit courant électrique qui fait comme des chatouilles sur la peau. Un peu comme quand on va voir le kiné et qu'on fait des rééducations. Non, oui, c'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça peut être un traitement aussi des douleurs, ça diminue les douleurs. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a aussi une forme d'expertise des différentes douleurs dans les centres antidouleurs parce que tous les médicaments ne soignent pas toutes les douleurs. Par exemple, la morphine, ça peut être intéressant. C'est souvent les médicaments qu'on donne dans les douleurs très importantes. Par exemple, quand on a eu qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Sur du long terme ou parce que souvent on donne de la morphine quand tu sors d'opération pour bien avoir moins mal. Parce que je pense qu'en tant que médecin, anesthésiste, tu dois en prescrire de la morphine quand tu sors juste d'une opération, quand tu as bien mal. Mais moi, je me dis, c'est la dépendance après que la morphine est hautement dépendante de toute façon, comme un peu les codéines, tous ces dérivés des opiacés, non? On a des moyens aussi d'évaluer ça. Ouais. Et quand on donne de la morphine pour une douleur qui nécessite de la morphine après un accident, une opération, les gens ne deviennent pas dépendants. D'accord. Parce qu'on la donne pendant un temps limité. D'accord. On évalue tous les jours s'il est important de continuer ou pas. Et que dès que la cicatrisation arrive et que par exemple les cicatrices sont refermées et que tout va bien, on peut diminuer la morphine. D'accord. En pratique, on en s'en sert, mais on n'en met pas longtemps. Et c'est pas de cette manière-là que les gens deviennent dépendants. Et ensuite, il y a d'autres sortes de douleurs qui sont par exemple les douleurs inflammatoires qui vont être liées à une fracture, une plaie par exemple, après qu'on se soit coupé ou après une fracture, ce qu'on appelle l'inflammation. Et là, ce qui va bien fonctionner sur les douleurs inflammatoires, ce sont les anti-inflammatoires. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est cohérent. Et les troisième sorte de douleurs, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, ce sont des douleurs qui ressemblent pas aux autres et qui sont liées au fait que les tissus nerveux soient abîmés. Alors ça peut être au niveau du cerveau, ça peut être au niveau de la moelle épinière, ou ça peut être aussi les nerfs qui passent dans les bras, les jambes, etc. Donc là, c'est des douleurs qui sont différentes. Ça ressemble plutôt à des brûlures, des décharges électriques, des endroits où la peau ne sent plus comme avant. Ça peut donner même des fois difficulté à porter ses vêtements parce que rien qu'un t-shirt ou un pull, ça peut être douloureux sur la peau, par exemple. Ok. Et mais tu as le droit, en fait, dans ton... question très, très, très pratico-pratique. Un centre antidouleur, c'est une partie à l'hôpital ou c'est un petit bâtiment tout seul? Tu sais, je me suis demandé si c'était un service qui est compris dans les hôpitaux ou si c'est un centre, tu sais, comme quand tu pourrais aller au planning ou chez le médecin. C'est souvent inclus dans la structure. Ça peut être hôpital ou clinique, ça peut être public ou privé, mais c'est souvent inclus dans la structure parce que les gens qui travaillent dans le centre antidouleur, ils s'occupent aussi des douleurs des patients qui sont hospitalisés si les médecins des services sont en difficulté pour soulager des patients. Dans ce cas-là, on fait appel à l'équipe mobile du centre antidouleur. Ok. Et là, les gens peuvent se déplacer dans les services, et faire l'évaluation et proposer des traitements. Ça veut dire que tu continues encore à faire des anesthésies. Tu fais pas que Ah non, moi je continue à faire les deux. C'était ça, en fait, tu vois, quand je connais pas, je suis pas du milieu hospitalier, tu l'as bien compris. Et en fait, tu vois, quand tu as dit que tu travaillais dans un centre antidouleur, je pensais que tu faisais que ça, en fait, tu vois, que tu faisais que
pas la prévention, mais que du traitement, tu vois, pour accompagner les gens, pour essayer d'avoir moins de douleurs. Et je pensais que, tu vois, que tu faisais plus médecin anesthésiste, en fait, tu vois. Mhm. C'est pour ça que je me suis posé la question. Je continue à faire les deux parce que c'est intéressant pour moi comme ça. Ok, non, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je me suis demandé. Et c'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu as le droit de faire de l'acupuncture et de faire de l'hypnose. En fait, t'as le droit. C'est cool, ça. Alors, en pratique, c'est pas moi qui fais les consultations d'hypnose parce qu'il y a un praticien qui fait que ça. Ok. Mais oui, moi, ce que je fais, c'est j'ai mon activité d'anesthésie, l'activité au centre antidouleur, où je fais à la fois des consultations, des prescriptions et de l'acupuncture. Ok, ouais, non, c'est cool. C'est sympa, ça fait faire... C'est varié, oui. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Ce qui permet en fait que tu peux comme ça accompagner tous les patients dans la globalité et pouvoir faire plein de choses hyper variées. Ça, c'est ce que j'aime, oui. Ouais, c'est ça. Hein. Ah ok, ouais, non, c'est cool. Et dans le centre antidouleur, je me posais la question, quelles sont les autres personnes, c'est quoi leur profil, tu vois parce que toi, tu es médecin, donc anesthésiste, réanimation, donc toi, tous les médicaments, c'est toi qui donnes, je sais que c'est toi qui donnes la morphine et les trucs durs, en gros, quand tu es opéré, c'est ce médecin-là qui va donner les choses. Et je me demande, tu vois, les autres personnes qui travaillent avec toi, ils font quoi? On est plusieurs médecins douleurs, c'est ce qu'on appelle un algologue, parce que algo, ça veut dire douleur. Ok. Donc il y a plusieurs algologues. Il y a aussi des neurologues, des rhumatologues. Le neurologue, lui, il est plus spécialisé dans les douleurs de la migraine et les douleurs qui sont liées à l'atteinte du système nerveux. Ok. Il y a aussi des rhumatologues parce que les maladies rhumatismales, ça fait très mal. Ce sont les maladies des os et des articulations, comme l'arthrose par exemple, comme la spondylarthrite. Ouais. Tout ça, c'est des maladies qui sont douloureuses. Donc, on a aussi des rhumatologues. On a des infirmières qui font donc relaxation, musicothérapie. C'est elles qui montrent aux patients comment on se sert du TENS, dont on parlait tout à l'heure, Ouais. l'appareil qui fait de la stimulation sur la peau. Qu'est-ce qu'elles font d'autre? Elles font avec nous les avis dans les services quand il y a besoin. Mhm. On a de temps en temps des traitements qu'on fait en hospitalisation, des perfusions de médicaments contre la douleur sur quelques jours et des traitements locaux de certaines douleurs qu'on fait avec des pansements. Donc ça, c'est leur rôle. Il y a aussi... Et il y a tout ce qui est psychologue ou psychiatre pour savoir si leur maladie, elle est... Parce que je me suis posé la question, tu vois, d'un point de vue sur la somatisation. Somatisation, pour tous ceux qui écoutent, hein, c'est une douleur, une vraie douleur physique, mais qui est à la base mentale. On est d'accord toutes les deux. Je me suis posé la question, tu vois, sur les vraies douleurs que certaines personnes peuvent avoir, mais qui, au final, aujourd'hui, ils les ont donc somatisées. Et je me demandais dans les équipes comment ça se passait pour capter, tu vois, leur prise en charge de douleur. Les psychologues dans notre service, elles font essentiellement de l'accompagnement et du soutien parce que quand on a mal pendant tous les jours, toutes les nuits, pendant très longtemps, au bout d'un moment, ça retentit aussi sur le moral. Et souvent, pour passer un moment difficile, ou des fois ça peut même être quelques mois, quelques années difficiles, eh bien, les psychologues de notre service font un suivi pour soutenir les gens et les accompagner dans leur guérison. Chez nous, en pratique, on n'a pas de psychiatre parce qu'on n'a pas trouvé, mais beaucoup de centres aussi peuvent avoir recours à un psychiatre. Alors pour deux raisons, il y a des gens qui ont des maladies psychiatriques et qui ont aussi des maladies douloureuses. D'accord. Donc quand ils ont besoin d'un accompagnement psychologique ou psychiatrique, eh bien le psychiatre a tout à fait sa place dans un centre antidouleur. Et puis il y a
a aussi alors nous, on a aussi un médecin qui fait de la mésothérapie et de l'auriculothérapie. Oh, auriculo, je connais pas. Méso, moi, je connais. Mais tu peux expliquer aux Ouais. gens qui nous écoutent? Moi, je connais la méso, mais pas tout le monde. La mésothérapie, c'est une technique où on met sous la peau avec une petite aiguille des produits pour diminuer les douleurs. Et l'auriculothérapie, c'est une sorte, ça peut ressembler à l'acupuncture, mais tous les points pour soigner le corps sont tous situés sur l'oreille. Oh, Donc ce sont des aiguilles plus petites. ok, ouais, auriculo, auriculaire, ouais, ok, l'oreille. Ok, que sur l'oreille. Qu'on place sur l'oreille, oui. Et ça marche. Oui. Oh. Et ça, c'est considéré comme une médecine chinoise ou ça vient d'où, ça? Moi, je n'ai pas appris ça, c'est une autre formation. Ok. Ah ouais, tu vois, je pensais pas. Je pensais que ça serait plus. C'est pour ça qu'au début, tu vois, je pensais que c'était plus, tu vois, des choses un peu alternatives. Mais au final, c'est complémentaire, comme tu le dis. Tout peut s'associer. C'est vrai que c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que je pensais pas que c'était reconnu et que c'était vraiment fait, tu vois, dans des vrais hôpitaux. Tu vois ce que je veux. Je sais pas si tu veux. Tu sais, c'est mon côté prof, tu sais, mon côté très, voilà, tu vois, très, très cartésienne et très carré là-dessus. Et je trouve que c'est génial que tout soit complémentaire. Il y a quand même des études qui ont été faites dans des journaux médicaux qui montrent qu'il y a quand même une efficacité de l'acupuncture et de ces Ah bah ouais, non mais... là sur des douleurs. Par contre, effectivement, ce n'est pas l'acupuncture qui va permettre toute seule de guérir une maladie grave. Ouais, non mais oui, bien sûr. C'est un soutien, ça permet d'améliorer certains symptômes, mais ça ne pourra jamais remplacer une chimiothérapie pour un cancer, Ah bah oui, non mais... pour une infection pulmonaire. Non mais c'est sûr. C'est pour ça qu'on dit complémentaire, oui. Parce qu'il y a vraiment des effets, mais que ça ne doit pas remplacer les médicaments reconnus. Ouais, bien sûr, ça va ajouter une plus-value à... Ouais, non, mais je comprends. Et tu vois, tout à l'heure, tu as dit un truc que je trouvais hyper intéressant, parce que je connais la musicologie, parce que tout ce qui est musicothérapie, parce que j'ai une amie à moi, sa fille est à la faculté en vue de devenir musicologue, donc je connais bien. Et tu vois, là, moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, et à mes 18 ans, j'ai fait un mémoire à la fac sur l'équithérapie. Donc moi, c'était toute la thérapie équestre, aussi bien pour les personnes handicapées que les personnes autistes, tu vois, tout ce domaine-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, dans énormément de maisons de retraite, on voit des chats pour la ronron-thérapie. Donc je trouve ça génial. Et tout ce qui est animalothérapie, on a de plus en plus les animaux qui rentrent dans ces structures. Et on voit même des poneys. On voit des poneys dans les hôpitaux. Je trouve ça génial, moi, qu'il y ait des poneys. Et voilà, tu parlais de musicothérapie. Je me demandais si vous aviez aussi, tu vois, ce côté animalothérapie qui rentrait chez vous ou pas, vous? Eh bien, nous, on n'a pas encore. T'as pas encore, hein? T'as adopté le petit chat? On ne fait pas ça. Tu vois, l'autre jour, j'ai fait une visite en maison de retraite avec mes élèves et je vois, il y a 2 chats, tu vois, dans la maison de retraite qui se promènent, mais en liberté. Et bon, après, on va mentir, ils sont énormes. Tout le monde leur donne à manger. Tous les papis et tous les mamies. Mais, et pareil, les gens qui viennent visiter ont le droit de venir avec leurs animaux, que ce soit chien ou chat, principalement. Et c'est vrai que pour les personnes âgées, l'animal, c'est génial. Et c'est vrai que dans les structures, je trouve, de soins, des fois, se focaliser sur un animal, et ben, ça va permettre d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la ronron-thérapie, même si c'est un mot qui est un peu fun, a vraiment été aussi bien, tu vois, le bruit sur les cordes vocales et sur le corps, que ça provoque les vibrations. Et le côté doux, chaud de l'animal est hyper intéressant sur, je pense, même les douleurs. En fait, quand tu te consacres à autre chose, tu penses un peu à quelqu'un d'autre. Et là, tu penses à l'animal. Et je pense, tu vois, je vais te donner une idée pour lancer un autre projet chez toi. Sait-on jamais? Dans les centres hospitaliers où on a des services de soins, on ne peut pas se permettre d'avoir des animaux puisqu'on est... non, mais qui viennent, tu sais, de temps en temps. Tu sais, c'est des associations qui viennent avec les animaux. Oui, bien sûr. Mais c'était plus, tu sais, qui viennent de temps en temps. Ceux on voit, hein, les poneys qui rentrent à l'hôpital. T'en as vu des trucs comme ça? Non? Dans la cour, tu veux dire? Non, dans les couloirs. Dans les chambres des gens.
Je te jure que c'est vrai. Ah oui. Ah Oui, ouais, je ouais. n'avais pas. En fait, c'est des Je associations regarderai. qui viennent avec des Ouais, animaux ouais, exprès ouais. dans les chambres des patients, même, tu vois, des enfants, des choses comme ça. Et j'ai vu donc des vrais trucs où tu as les poneys, même des chevaux, je dis des poneys, mais c'est souvent des chevaux, même grands. Et en fait, ils rentrent dans l'hôpital et pour faire de l'animalothérapie dans des structures. Mhm. Je te jure que c'est vrai. Après, c'est des sujets qui me passionnent, donc forcément, je regarde. Et c'est vrai que Ouais, ouais. l'animalothérapie, je pense que, bah, à voir, hein, mais là, c'est la ronron-thérapie. Et bon, c'était une parenthèse parce que Eh ben, oui, oui, oui. je m'éloigne de mon sujet, mais c'est vrai que ça peut être. Parce qu'en fait, après, ça va avec la question, tu vois, que je voulais te poser. Est-ce que, tu vois, là, tu Ouais. parlais de l'oreille, donc l'auriculothérapie, c'est ça? On est bon, je suis bonne? Excuse-moi, je n'ai pas bien Pas de compris souci. ta question. Tu m'as dit auriculothérapie, hein, que je me trompe pas. Auriculo, voilà. Est-ce que toi, vu quand même que tu as un panel quand même hyper déjà varié, tu as d'autres techniques que tu aimerais aujourd'hui acquérir ou tu penses que tu pourrais apprendre encore d'autres choses pour tes patients? Eh bien, pour l'instant, je ne me suis pas posé la question encore. J'ai pas mal de travail déjà avec tout ça Bah oui. non, pourquoi pas, hein. J'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses et de faire des choses qui soulagent les patients. Mais là, non, je n'ai pas d'autres projets pour l'instant. D'accord. Bah, tout à l'heure, je me posais moi une autre question. Tu disais comme quoi les gens qui viennent dans votre centre à vous sont des gens qui sont là à la journée. C'est ça? Alors, ils peuvent être là ça dépend de ce qu'ils viennent avoir comme soin. Ça peut être une demi-journée, une journée ou alors simplement une consultation. Ok. Parce que tu vois, moi, je me suis posé la question dans un centre antidouleur. Donc, en fait, c'est des gens qui ont une maladie chronique. Ça, j'ai compris. Acquis. Oui. Mais c'est-à-dire que ça peut être des gens qui peuvent être hospitalisés à l'hôpital et qui viennent dans votre aile ou dans votre bâtiment pour un petit moment. Mais est-ce qu'ils peuvent être hospitalisés le reste du temps? Quand ils sont hospitalisés et qu'il y a besoin d'un avis C'est vous de, qui... de l'équipe douleur, c'est nous qui nous déplaçons. Ok, ouais, c'est ce que j'avais cru. J'étais pas sûre, tu vois, de la différence, tu vois, entre toi et eux qui viennent, tu vois. Ok. Et ouais. En tout cas, et en médecine parallèle chinoise, il y a d'autres trucs qui existent ou il y a que l'acupuncture qui est un peu reconnue, des choses comme ça? Alors, dans la médecine chinoise, telle qu'ils le font en Chine, il y a le Qigong, qui est ce qu'on appelle la gymnastique qui soigne. D'accord. Il y a les massages, Ouais. massage chinois. Je crois que ça s'appelle Tuina et peut-être qu'il y a d'autres noms. Il y a l'alimentation. D'accord. Pour les Chinois, les aliments ont des vertus alors, thérapeutiques ou alors comment dire, qu'il faut faire attention à son alimentation pour aller bien. D'accord. Ah oui, là, entre Et guillemets, il y a, la médecine, la troisième médecine, ou je sais plus quoi, et l'alimentation. Je crois que c'est ça, non? C'est pas. C'est ça, hein. et enfin, en médecine chinoise, il y a la phytothérapie. Ils ont une grande connaissance des plantes, de beaucoup de Ok. plantes. Ils utilisent beaucoup en traitement, pour tout. Voilà, pour tout et plein de choses différentes. C'est très vaste, ça je ne connais pas. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est des choses, tu vois, que je me suis posées comme question. J'espère, est-ce que tu as encore un petit peu de temps? Est-ce qu'on peut faire la petite pause obligatoire pour la musique et je te reprends juste après, d'ici à peu près 5 minutes? Bien sûr. Et bah, tout de suite, c'est la pause. On est obligé. À tout de suite. Merci.